Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Christophe, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit et je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, merci de ton accueil. Alors je suis Christophe Cotin-Valois, je suis donc UX designer senior comme on dit. Effectivement, ça fait un bon moment que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. D'ailleurs, on ne parlait pas vraiment du UX à l'époque. Donc peut-être mon parcours en 2 mots. Moi j'ai plutôt une formation d'art appliqué au départ, mais c'est vrai que je viens d'une famille un peu ingé où on avait un peu comme credo de fabriquer les trucs qui nous manquaient ou qu'on n'aimait pas et qui nous embêtaient. Et donc assez vite en fait, suite à mon parcours en art appliqué, j'ai eu besoin d'être dans des choses très concrètes, de faire. Et j'ai eu la chance d'intégrer les Gobelins, donc il y a très longtemps, puisque c'était maintenant il y a bien, je dirais qu'il y a bien 20, une bonne 25 ans même. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formations sur le multimédia. Je crois que j'avais été sur le web 4 fois avant de passer le concours des Gobelins. Et ce qui est marrant, c'est que c'était en alternance. Et donc, j'ai commencé une alternance à l'époque chez IBM e-Business Services. Alors, pour ceux qui s'intéressaient peut-être déjà au web à l'époque, c'était ces campagnes de pub avec des bandes bleues où il y avait des pêcheurs sur un bateau et qui, grâce aux solutions IBM, arrivaient à vendre leur bateau, pas leur bateau, pardon, leur poisson avant même d'être retournés au port. Donc c'était la promesse d'IBM. Et donc moi je suis rentré dans le digital par ce type de problématique, donc chez les consultants, sur des sujets e-commerce, vraiment pour des grands comptes. Je n'ai pas commencé par faire des sites de marque ou des sites flash, j'ai vraiment commencé par de la plateforme. Et donc chez IBM, j'ai eu la chance de découvrir toutes les méthodes qu'on pratique aujourd'hui. À l'époque, on parlait plutôt d'information design, d'information architecture. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance de travailler tout de suite sur des gros portails, des gros sites e-commerce, notamment les premiers sites e-commerce français. Et ensuite, après IBM, j'ai été faire un petit tour chez les startups, hein, puisque quand on est jeune et qu'on est chez les consultants, on n'est pas toujours, c'est pas toujours très 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 fun. Donc j'ai monté une première structure qui s'appelait Le Jardin à l'époque, et on a travaillé essentiellement pour des startups donc dans les années 2000. Et puis on s'est investi sur des projets de startups qui n'ont pas marché. Enfin, on a fait quelques levées, mais ça n'a pas été aussi efficace et top qu'on le projetait à l'époque dans les supervisations qu'on faisait. Les usages n'étaient pas là, le débit n'était pas là, les technos étaient quand même très, très lourdes. Et à partir de là, j'ai commencé à me remettre en freelance et à faire de la formation, et notamment aux Gobelins, parce que j'étais resté en très bon contact avec l'équipe pédagogique. Moi, les Gobelins, c'était vraiment une super expérience. Je me suis éclaté quand j'étais étudiant là-bas. Et donc, j'ai commencé en freelance jusque dans les années 2006, je crois, où je travaillais en tant qu'indépendant donc pour des grosses agences. Et là, il y a eu ce projet de monter un pôle UX chez Business Interactif à l'époque, qui est devenu Digitas, qui est devenu Publicis Sapient. Et donc, à l'époque, c'était un des premiers pôles UX en France. On est très vite devenu une dizaine, une quinzaine d'UX. Donc c'était énorme à l'époque dans une agence intégrée. Et on travaillait surtout sur de la plateforme et des gros sites e-commerce. On a refait les sites de Carrefour, d'Auchan, de À la Page, Cdiscount, Conforama, toutes les boutiques Orange. Enfin beaucoup de projets e-commerce, beaucoup de plateformes, beaucoup de projets CRM, des gros dispositifs. Et j'ai vu arriver aussi l'arrivée du mobile. Je fais partie de ceux qui surfaient sur des BlackBerry, sur des sites assez pourris et puis qui ont bien sûr adopté l'iPhone assez vite et connu le développement du mobile et des apps mobiles. Et là, actuellement, donc depuis une dizaine d'années, j'ai monté l'agence Welcome Max à Marseille avec ce challenge de se dire, on est dans le digital, on peut bosser à distance.
Peut-être que le Sud deviendra vraiment la Silicon Valley un jour, je ne sais pas. En tout cas, je bosse en remote donc depuis 10 ans maintenant. Et j'ai une petite structure et on s'est spécialisé sur la research et l'extrat depuis 6-7 ans, où on intervient très en amont. On fait beaucoup de research et bien sûr du test and learn. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes expériences, notamment sur les sites e-commerce, parce que c'est super intéressant de voir que le design a sa place réellement et que au travers des insights, de la donnée qualitative et quantitative, tu peux réussir à actionner vraiment des sites web, à augmenter le taux de conversion. Est-ce que tu as pu tester ce genre de choses? Oui, bien sûr. Euh, Écoute, sur le e-commerce, je pense que pour moi, ça soulève beaucoup la question des standards, qui fait parfois débat, qui frustre parfois les profils les plus créatifs. Et c'est vrai que le e-commerce est devenu extrêmement normé. Moi, je me souviens qu'au début, on se demandait où est-ce qu'on mettait le panier, quoi. Clairement, on a fait des tentatives avec des paniers sticky en bas à droite, ce genre de choses. Aujourd'hui, plus personne se pose la question. Le panier est plutôt en haut à droite, on va dire. Le moteur de recherche plutôt en haut. Mais c'était des vraies questions à l'époque. Et donc, effectivement, avec des démarches de test and learn, et en étudiant des retours d'expérience qu'on pouvait trouver à l'époque aux États-Unis, on a bien vu émerger ces standards-là. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est un vrai problème du X, c'est un vrai sujet au quotidien, je pense, pour beaucoup de designers. C'est comment est-ce que je suis suffisamment standard pour permettre à mes utilisateurs d'évoluer de manière immédiate, pour pas dire intuitive, dans une interface, et pour qu'ils puissent se concentrer sur la recherche, sur ce qu'ils cherchent vraiment, et donc sur les contenus qui leur permettent d'identifier et de manipuler les contenus pour aboutir aux produits qui les intéressent. Donc oui, il y a beaucoup encore à faire dans le e-commerce, malgré ce qu'on peut penser. C'est pas parce qu'on a des paradigmes d'interface qui sont hyper standardisés que les expériences sur l'e-commerce sont satisfaisantes aujourd'hui. Je pense qu'on le voit tous. Il y a encore beaucoup de sites où dès que je fais 3 clics dans des filtres, j'évolue dans une liste produit, je fais un batch, je perds mes filtres, je suis obligé de tout reconfigurer. Bon, ça c'est du fonctionnel, mais ça nuit énormément à l'UX. Et puis après, on voit bien que la manière dont les produits sont présentés, classés, les premières informations qui apparaissent, évidemment la part des visuels, ça joue énormément. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est en fait très variable d'un sujet à l'autre, d'une cible à l'autre, d'un secteur à l'autre, où il y a quand même des différences assez marquantes. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à ta question. Mais oui, en faisant des tests, on évolue, on fait vraiment évoluer l'expérience sur les sites e-commerce. Et c'est vrai que ça se mesure beaucoup aujourd'hui avec des KPI business, puisque mesure les clients, c'est quand même beaucoup la transfo et le chiffre d'affaires. Mais en mettant en place des vraies stratégies test and learn, on peut arriver à optimiser de manière conséquente les taux de transfo. Moi, j'ai un exemple d'un projet qui a peut-être 1 an ou 2, on a eu un trophée du e-commerce pour ça. C'était sur un site de cosmétiques, un peu old school, un modèle de VP6 qui avait des problématiques sur le mobile. Et en fait, en faisant une première phase de discovery et de recherche assez poussée, on s'est rendu compte, sans grande surprise, mais on a pu le prouver, que les utilisateurs mobiles étaient quand même plus jeunes que les utilisateurs du site web, que les utilisateurs du site web étaient plus jeunes que les clients en boutique, et que les clients en boutique étaient plus jeunes que les clientes qui commandaient sur des catalogues papier. Voilà, et avec une phase de recherche, on s'est rendu compte que les pratiques commerciales qui étaient adaptées à certaines générations et à du desktop, avec beaucoup de sollicitations, des cadeaux, des pushs, des pratiques même parfois un peu discutables en termes d'éthique, en fait ça marche pas du tout sur le mobile, ça pourrit complètement l'expérience, et sur des cibles, des utilisateurs plus jeunes, plutôt millennials, parce que c'est pas trop une marque qui s'adresse à des générations Z. On voyait bien qu'il y avait un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans l'univers de la marque, malgré le fait qu'à première vue, le site offrait des contenus, avait des images plutôt qualitatives, les prix étaient attractifs. Donc ça, c'est un exemple où, par une phase de discovery, on a pu clairement définir le problème, mettre en place une hypothèse.
Puis après, on a prototypé de manière assez rapide avec les équipes du client et les équipes de l'agence. On a prototypé assez vite des solutions et là, on a fait des tests quali avec les deux populations, des populations plutôt jeunes sur mobile et des populations plutôt historiques pour la marque sur desktop. Et ça a bien confirmé nos hypothèses et nos partis pris. Et donc là, on a pu corriger, mettre ça en ligne. Il y a eu un A/B test et sur l'A/B test, on a eu plus de 10% de chiffre d'affaires en plus sur le mobile. Donc ça, c'est un exemple hyper concret qui montre que quand on applique nos méthodos tout en restant dans des standards d'interface, ben, on arrive vraiment à engager des utilisateurs qu'on n'arrivait pas à engager, à les satisfaire et à les transformer et les fidéliser. Et tu as évoqué le sujet des dark patterns, donc qui sont l'ensemble des interfaces qui permettent de manipuler l'utilisateur. Quel est ton avis sur la question? Parce que justement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai consacré un article sur Medium, je mettrai le lien en description. Et c'est vrai que je pense que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque je ne sais pas si tu as vu récemment, mais même Donald Trump, il a réussi au travers d'un dark patterns à meuter pas mal de monde. Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout sur l'usage de l'e-commerce, parce que finalement, c'est Ouais. surtout autour de ça qu'on le retrouve, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors oui, moi aussi, je suis assez sensible au sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à remercier au passage les designers éthiques bah voilà, pour leurs événements en France. Nous, on les soutient depuis le début parce que justement, effectivement, on est très sensibilisé à la question, étant plutôt expert sur l'e-commerce, même si on ne fait pas que ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît bien. On voit bien que la barrière entre le marketing, on va dire, incitatif, le design incitatif et puis les dark patterns, la frontière, elle est quand même souvent border et elle est surtout border dans la tête des marketeurs hein, qui sont aux commandes de ces projets-là et qui ont une énorme pression sur la vente. Et c'est vrai qu'une somme de détails permet de effectivement influencer les actions et les décisions des utilisateurs. C'est pas un scoop, hein, maintenant on le sait, c'est sur le devant de la scène. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est vrai que si on n'est pas sensibilisé à la question, bah, on peut la franchir sans s'en rendre compte. Ça ne veut pas dire qu'on est mal intentionné, qu'on est absolument une personne qui souhaite développer des pratiques qui sont jugées aujourd'hui par la communauté comme n'étant pas éthiques. D'un point de vue marketeur, c'est génial parce que on augmente notre taux de conversion, il y a moins de gens qui quittent la page, etc. Donc à partir de quand on franchit la ligne rouge, c'est ça, de mon point de vue, le vrai sujet. Et c'est pour ça que le travail de référentiel qui est en cours est passionnant parce que on s'en rend pas forcément compte. Je me souviens que quand on commençait à faire des recours en e-commerce en disant bah tiens l'utilisateur quand il rentre dans le tunnel pour acheter, euh, on enlève toutes les distractions pour l'aider à se concentrer sur sa tâche et éviter qu'il y ait de l'abandon suite à des problématiques donc de concentration, d'efficience, d'utilisabilité parce que un formulaire c'est jamais marrant et il y a encore quelques années on avait quand même fréquemment des formulaires vraiment pourris. Ça va quand même mieux justement depuis les standards depuis quelques temps, mais il y a encore 3-4 ans il y avait des gros sites qui avaient des formulaires vraiment pourris. Donc il y a quelques années quand on faisait ce type de recours, nous on le faisait dans une logique évidemment d'aider l'utilisateur à accomplir sa tâche pour augmenter la conversion. Mais c'était bien intentionné, entre guillemets. C'est-à-dire, je pense que c'était pas des démarches qui visaient à manipuler l'utilisateur. On était vraiment sur des paradigmes de simplification, d'épuration pour aider l'utilisateur à accomplir sa tâche. Aujourd'hui, ce type de réflexion-là, on peut les avoir plein d'étapes du parcours. Et clairement, les intentions des marketeurs, les demandes sont bien d'influencer les utilisateurs. Et tu as beaucoup parlé aussi du process de discovery. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place systématiquement dans un projet?
Et justement, comment tu arrives à cadrer tous les types de projets parce que tu as eu l'occasion de travailler avec LVMH, Monoprix, Saint-Gobain, donc c'est quand même des grosses structures et c'est très différent à chaque fois les unes des autres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis vraiment d'avoir des insights, de pouvoir mettre en place des stratégies? Est-ce que tu t'appuies également sur le design sprint, par exemple? Ouais, tout à fait. Euh, alors, donc nous, on est quand même très centré sur. Enfin, ça fait très longtemps qu'on dit que pour faire de l'UX, il faut s'intéresser aux utilisateurs. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Il y a une approche, on va dire, par projection empathique, où on se met à leur place, on essaye de comprendre leurs problèmes, on regarde les standards, on peut faire des évaluations ergonomiques, etc. Et puis après, il y a le vrai contact avec les utilisateurs, c'est-à-dire que le fait de réellement les rencontrer et avoir non pas ces feedbacks, ou en tout cas, la base de la réflexion n'est pas une analyse d'expert, mais bien un vécu, un ressenti exprimé par un utilisateur, et donc des constats que l'on fait sur des difficultés, des besoins, etc. Donc ça, c'est important parce que nous, c'était vraiment notre motto à la création de Welcome Hack, c'est que on a vraiment souhaité dire à nos clients et prospects que nous, si on n'a pas à un moment donné de la donnée utilisateur, en fait, on ne travaillera pas ensemble parce que sinon, on ne fait pas vraiment de l'UX. Et donc, il y a ces deux manières. En recherche, on parle de recherche directe et de recherche indirecte. Donc, la recherche indirecte, c'est sans rencontrer les utilisateurs directement. Donc, via des études, via des rapports antérieurs qui peuvent exister, des enquêtes conso, ou des éléments scientifiques qui sont cohérents par rapport à notre problématique. Et puis la recherche directe, c'est quand on les rencontre pour de vrai, qu'on fait du face-à-face, qu'on fait des observations, éventuellement des enquêtes quantitatives. Voilà, donc nous on a toujours des données utilisateurs, qu'elles soient froides parce qu'elles viennent de recherche indirecte, soit parce que nous on va pas imposer parce qu'on n'impose rien, mais on arrive à convaincre nos clients sur la nécessité d'aller les rechercher. Donc je pense que là où les designers doivent se détendre, c'est que faire de la recherche indirecte, souvent, c'est vu comme quelque chose de pas très pro, mais c'est déjà vachement important. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de ressources disponibles, beaucoup de feedback, etc. Et puis après, la recherche directe, on a beaucoup parlé de guérilla ces dernières années. Bah, évidemment que d'aller dans un centre commercial, de discuter avec des gens devant une boutique Sephora, et puis peut-être sympathiser avec l'un ou deux et leur demander, mais tiens, le site Sephora, vous le connaissez? Vous voulez pas me montrer parce que vous bossez pour un distributeur de parfums, un autre. C'est une bonne manière déjà de s'immerger, de découvrir le sujet, de répondre à des questions du type, mais tiens, les gens quand ils vont sur le site, est-ce qu'ils y vont pour flâner ou est-ce qu'ils ont déjà une intention précise ou une catégorie de produits en tête ou une marque? Évidemment que ce sera les deux et que c'est pas du quanti, qu'il n'y a pas de vérité par rapport à ça, mais ça permet de voir, bah tiens, il y en a quand même plusieurs qui me disent qu'ils viennent, ils ont déjà une petite idée derrière la tête, bah, c'est normal, il y a des pubs, il y a des magazines, ils connaissent les grandes marques, et ça permet de s'immerger, ça permet de voir comment ils s'y prennent, ça permet de se mettre un peu dans les chaussures de nos utilisateurs et prendre un petit peu de distance par rapport à notre expérience personnelle du sujet, puisque voilà, on a tous inévitablement tendance à transposer notre propre expérience face au sujet. Et elle n'est pas toujours fausse, elle n'est pas toujours inintéressante, cette expérience personnelle, mais c'est vrai qu'elle peut nous enfermer. Donc oui, la phase de discovery, c'est super important. Et pour revenir à la relation au client, au commanditaire avec le discovery, bah, c'est sûr que si le commanditaire l'achète, eh bien, on peut le faire dans de bonnes conditions, de manière un peu plus sérieuse, un peu plus structurée, un peu plus formelle. Ça l'amène aussi, lui, à comprendre l'intérêt, à se positionner, à formaliser aussi son besoin. Et puis s'il ne l'achète pas, bon, bah, je pense que soit on est passionné par son métier, soit on ne l'est pas. Et si on l'est, eh bien, on peut prendre un petit peu de temps pour
discuter avec des gens, aller se promener, tenter de faire du guérilla à la sauvage, peut-être aller voir tout simplement ses amis, ses cousins, sa grand-mère, et puis lui demander, tiens, tu peux aller sur ce site-là, dis-moi, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas. Ça veut pas dire qu'ils vont vous donner les clés de votre recherche, mais ça joue ce rôle d'immersion, de découverte, de décaler son regard, de décaler son point de vue, et d'être déjà un petit peu plus en empathie avec les utilisateurs, même si c'est pas totalement les utilisateurs cibles, mais ça permet déjà de se décaler et puis d'identifier les peut-être croyances qu'on a parce que dans notre cas particulier ou notre cas personnel, on a eu tendance à fonctionner comme ça, ou on a eu une très mauvaise expérience qui nous a marqué, qui a laissé donc une empreinte émotionnelle et qu'on va avoir tendance à généraliser sur un sujet. Par exemple, moi, je suis toujours hyper réticent sur les chatbots parce que dès le début des chatbots, j'ai eu l'occasion de faire des tests sur les chatbots. Et c'est vrai que quand on vient me voir et qu'on me demande de faire une étude sur un chatbot, je commence un peu à grincer des dents et à me dire ah, putain, encore, pardon pour le terme, encore un satané projet foireux. Or, ils ne sont pas tous totalement foireux. Donc, c'est pour illustrer le fait qu'on peut souvent avoir soi-même un biais et puis en discutant avec des proches et des utilisateurs, bah, on se rend compte qu'il y en a qui ont de bonnes expériences avec des chatbots, même s'ils ne sont pas hyper performants, même s'il n'y a pas du tout d'intelligence derrière et que c'est juste des arbres décisionnels. Voilà. Donc, cette phase de discovery, même si elle n'est pas vendue, si elle n'est pas dans le process officiel du projet, je pense qu'elle est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. J'ai vu trop de projets où les équipes de design avaient à peine été sur les sites des concurrents du sujet. Ça, c'est pas possible. Faut commencer à travailler sur un sujet, il faut passer du temps sur tous les sites du secteur, voir les codes, voir ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, les grosses erreurs que font les marques qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc le discovery, c'est tout ça, et idéalement être en contact avec les vrais utilisateurs potentiels de notre service. Ouais, je te rejoins totalement. Chez Frictionless aussi, on a à cœur de faire les 2 en fait, de rencontrer les utilisateurs, c'est essentiel et puis de s'appuyer sur des recherches, des études qui ont été menées. Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, sur internet aujourd'hui, on trouve pas mal d'informations, mais tout de même, c'est hyper intéressant de se confronter aux utilisateurs, de mener des tests, que ce soit en mode guérilla, donc du micro-trottoir ou que ce soit, littéralement des tests qu'on organise où il y a une vraie démarche derrière, où on va vraiment, filtrer en fait les différentes cibles et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir la main dessus et de pouvoir faire, une étude qui est bien, filtrée par rapport aux besoins de notre cible Ouais, et tout à fait. et après ouais, effectivement, je pense que c'est ça qui permet aussi de sortir un peu de nos biais cognitifs et de se tourner aussi vers une ouverture d'esprit, si tu veux. Je pense qu'en discutant avec les gens aussi, tu peux en fait avoir de nouvelles idées et du coup, ça sera une parfaite transition sur la stratégie, d'innovation qui est au cœur du design et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment. On a tendance à attribuer, la définition du design à l'esthétique, là où le design, c'est vraiment la conception et j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cette approche, de conception qui est, au cœur de toute démarche, UX. Bien sûr. C'est vrai que le terme design fait encore débat, qui est quand même assez difficile de le définir. Euh, Moi, j'aime bien toujours proposer à mes clients ou aux juniors que je rencontre de lire un petit bouquin tout simple, hein, qui est celui de Stéphane Vial, Le que sais-je sur le design. Et je trouve qu'il explique assez bien peut-être les origines et les paradigmes qui tournent autour. Et comme tu le dis, ça veut dire conception, littéralement. Et dans les origines linguistiques du terme, vraiment en termes de sémantique, j'aime bien ce qu'il explique très bien, hein, c'est que le design, c'est le fait de rendre tangible, c'est-à-dire visuellement, donc par le dessin au sens graphique, un projet, une idée, une intention, et donc un dessin au sens intellectuel. Et donc c'est le dessin d'un dessin. Et donc en fait, aujourd'hui, on parle de prototype, c'est-à-dire je rends tangible, je formalise une idée, une intention, euh, voilà, en lui donnant une forme. Pour l'innovation, c'est compliqué parce que
le fait de donner une forme vite à un projet, à une vision, ça nous enferme en fait très vite. Et puis surtout, ça enferme les interlocuteurs. Alors ça permet évidemment d'avancer, d'itérer, etc. Je me souviens je ne sais plus quel était son nom, un article que j'avais adoré. C'était un patron du design chez Microsoft. C'était il y a bien une dizaine d'années. Et donc, c'est un article sur faut-il faire des prototypes low-fi ou hi-fi. Et je trouvais que sa réflexion justement sur l'innovation était chouette parce que le fait de faire un prototype haute fidélité sur un projet d'innovation trop tôt, clairement, ça a enfermé tout le monde dans ce projet-là et dans cette vision à un instant T de ce prototype, et ça crée un état d'esprit qui n'était plus en rupture, mais qui était plutôt en incrémental et qui cherchait à corriger les défauts de ce prototype-là pour l'aboutir, plutôt que de continuer à se dire tiens, est-ce que ce prototype nous permet d'avancer dans notre compréhension du sujet, d'identifier des problèmes à contourner ou au contraire à affronter, est-ce que c'est le bon paradigme? Et ça avait tendance à enfermer énormément. Et donc je pense que dans les méthodologies design, même si je suis partisan du prototypage rapide, mais je pense que la manière dont on prototype va en fait créer des biais et un mindset de l'équipe. Et je pense que c'est peut-être le travers des design sprints dans certains cas où effectivement on va vite par définition sur la solution, on la teste vite, et puis voilà, après, si on a atteint l'objectif et qu'on a réussi à démontrer qu'on a craqué le problème, tant mieux. Si on n'a pas réussi, stop, et on a tendance derrière à essayer de corriger le livrable pour le faire rentrer dans les clous, plutôt que de se dire est-ce que c'était le bon paradigme? Est-ce qu'on a approché le sujet de la bonne manière? Est-ce que plutôt que de faire une app, on ne devrait pas faire un prospectus, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est un peu ce qui est difficile sur les stratégies d'innovation. Donc après, il y a ce terme stratégie qui est toujours un peu comme design, difficile à définir, parfois un peu bullshit, il faut le dire. Voilà, et moi, mes expériences personnelles dans l'innovation, très sincèrement, j'ai rarement eu la chance de mener un projet d'innovation de rupture. Je pense que déjà c'est un point important, c'est que, sans faire un cours, quoi, mais en gros, il y a quand même deux approches d'innovation, l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Donc l'innovation de rupture, on est vraiment dans des nouveaux modèles, dans des nouveaux paradigmes. On part vraiment dans l'inconnu, ce qui est, je trouve, passionnant. Et puis l'innovation incrémentale, en fait, on est dans l'évolution, le correctif, pas à pas. Et les quelques projets où il y avait une vraie demande d'innovation de rupture auquel j'ai pu contribuer, en fait, se sont vite refermés en quick win, enfin en innovation incrémentale. Pour des raisons de roadmap, de budget, d'épuisement aussi peut-être des équipes qui avaient peut-être encore du mal à chercher, à se remettre en cause, à avoir envie d'aller plus loin. Et c'est beaucoup plus confortable de faire des correctifs que d'aller chercher des points de vue vraiment différents et de se replonger à nouveau dans l'inconnu. C'est le fameux gribouillis là, que je trouve super, qui présente le design thinking comme une espèce de chemin qui est absolument pas linéaire, mais qui est une espèce de gros gribouillis, une espèce de nœud qui finit par devenir un point linéaire vers un point B. Voilà, c'est ça. Et donc, dans les stratégies design sur des problématiques d'innovation, moi, je suis convaincu que la bonne manière d'appréhender les choses, sauf pour les entreprises, les structures, les organisations qui ont la capacité à être dans la rupture et qui n'ont pas peur et qui ont le temps et qui ont les budgets, etc. Je suis persuadé qu'il faut arriver à travailler à deux vitesses. Et d'ailleurs, c'est ce que font les leaders de leur marché, où ils ont historiquement une espèce de lab de R&D qui travaille sur des sujets
ces sujets-là ne deviennent pas des produits tout de suite. Ils n'arrivent pas sur le marché tout de suite parce qu'ils ne sont pas matures, parce que c'est pas le moment, parce qu'ils n'ont pas un go, pour plein de raisons. Néanmoins, ça permet d'explorer des pistes et puis d'infuser sur les projets de running, donc sur un même thème, sur un même objectif. Si on aborde l'approche de vitesse, une approche où on se projette très loin, on s'autorise à vraiment imaginer de la rupture et être beaucoup plus dans la disruption et dans une remise en cause profonde des modèles du business, de l'activité de l'entreprise, etc. Que ce soit avec des méthodes de futurologie, peu importe, de design finition, je veux dire. Ça permet toujours de ramener des insights intéressants qu'on peut appliquer sur le quotidien et donc effectivement itérer, être dans l'incrémental, mais on a quand même un cap, on a quand même un bout du tunnel en se disant mais c'est par là qu'il faut qu'on aille, donc c'est, je pense, assez stimulant. Et sur plusieurs projets, moi ça m'a aidé quand même à mettre des petits coups de pied dans la formulaire de temps en temps en disant à nos clients et aux équipes mais attendez, là en fait on est vraiment en train de refaire la même chose. Alors oui, lui va être plus sympa, oui, on est un peu plus moderne, mais en fait, on n'a toujours pas craqué le modèle derrière, puisque on n'attaque pas les données, on n'attaque pas le système d'information derrière. On est juste en fait en train de faire de lui. On n'est pas en train d'innover. Donc certes, on aura un petit peu amélioré, et ça réveille effectivement d'avoir ce cap. Et typiquement, quand on parlait tu posais des questions sur Monoprix ou Saint-Gobain. Ça, c'est des choses qu'on a pu faire typiquement avec Monoprix sur un projet où l'idée, c'était bien de définir une vision cible, donc une product vision, et ensuite de dégraisser un petit peu tout ça, et de le ramener à la réalité opérationnelle des équipes pour rentrer dans de l'incrémental et des améliorations step by step. Donc là, on est encore en train de bosser dessus. Et après, sur ces réflexions donc, de vision, tu parlais de LVMH, donc ça, je peux pas du tout en parler. Mais pour Saint-Gobain, pour une des marques du groupe, la seule chose qu'on a fait pour eux, enfin pour plusieurs marques du groupe d'ailleurs, mais on a fait un travail de recherche, mais très terrain, très profond, où il y avait une vraie volonté de se dire, on veut vraiment repartir au début de notre réflexion sur la manière dont on peut interagir avec nos différentes cibles. Donc là, on était vraiment, j'aime pas trop ce terme, mais il est assez clair, on était vraiment insight provider, c'est-à-dire qu'on était vraiment là pour leur ramener des insights sur quelles sont réellement les difficultés de vos cibles aujourd'hui et quels sont leurs usages du digital, quels sont leurs usages d'Internet, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous. Regardons le process projet de construction d'un bâtiment de A à Z. C'est quoi le journée, en fait, le parcours, l'étape, le cheminement de ces différents acteurs quand ils se mettent autour de la table pour construire un nouveau bâtiment, donc de A à Z. Donc là, ça fait des grosses expériences map qui sont plus vraiment des expériences map, qui sont plus des documents assez lourds, très précis, avec nombreux intervenants, assez complexes. Voilà. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont décider, eux, d'aller vers de l'innovation ou pas. Et j'espère qu'ils feront les deux et que ça circulera suffisamment dans les différentes équipes pour inspirer les différents interlocuteurs, que ce soit ceux qui justement travaillent sur des projets plus prospectifs ou ceux qui travaillent sur des projets plus court terme de maintenance de site, d'optimisation de parcours. Moi, donc là, en tant que consultant, il y a quelque chose qu'on utilise très souvent, c'est bien sûr tout ce qui va être la cartographie des émotions, je pense à la Empathy Map, pour le parcours utilisateur, donc Customer Journey Map, ce genre de livrables. Comment tu les utilises et justement au sein d'une équipe, comment tu arrives à mettre en place ces stratégies sans que ce soit vu comme quelque chose de secondaire, parce que étant donné que c'est pas de l'UI, souvent c'est dur en fait d'avoir cette approche très UX, très concrète. Il y a forcément des personnes au sein de l'équipe qui vont être assez réticentes, qui vont pas comprendre l'intérêt puisque ils vont pas en voir en fait les avantages directement qui en découlent. Donc comment tu gères ce genre de frustration? Ouais. C'est une très très bonne question. Je pense que pour montrer la valeur de ces outils-là,
il faut arriver à en extraire la substantique moelle. C'est-à-dire que quand je me prépare un jus d'orange, ce que je veux, c'est le jus d'orange. Et potentiellement, même ce que je veux, c'est avoir la patate à 10 heures. Donc, les méthodologies, les canvas, les templates, etc., ce qui est difficile, c'est d'arriver à en sortir justement le jus et du coup à montrer le bénéfice, le résultat. Commencer par montrer l'outil en disant c'est super, vous allez voir, là, vous allez mettre des post-it, on va faire ça avec une timebox, tout le monde va pouvoir s'exprimer, etc. Ils ont l'impression de perdre leur temps. Moi, je vois une vraie lassitude chez les corporates, dans les grandes structures, face aux ateliers, aux méthodos design thinking, ce que j'appelle les post-it parties. Je vois une vraie lassitude de la part des clients. Hein. C'est marrant, récemment, je me souviens préparer une presse avec une cliente. Elle me dit non mais enlève les photos d'ateliers avec les post-it. Je lui dis pourquoi? Elle me dit putain, on en a marre. On en a ras-le-bol des ateliers post-it. Donc là, merci les consultants qui sont pas du tout des designers, qui ont fait n'importe quoi avec nos méthodologies et qui l'ont fait sans designer et sans approche design, puisque donc voilà le résultat. Et donc oui, c'est difficile d'embarquer les équipes quand elles n'ont pas un certain niveau de maturité dans ces templates-là. Moi, j'ai complètement changé de posture vis-à-vis de ces sujets-là. Il y a très longtemps, j'étais plutôt un espèce de psychorigide du template, de la méthodo, du process, même si j'étais toujours le premier à sortir du cadre. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je me mets à moi des espèces de garde-fous systématiquement tout le temps. Je suis un maniaque des listes, des checklists, des templates, etc. Je construisais des templates de personas sous PowerPoint hyper design il y a hyper longtemps. Parce que effectivement, quand on comprend la valeur du template, on sait que c'est un accélérateur. Te pose pas de questions, réponds aux questions, remplis les cases. Tu vas voir, on va avoir très vite beaucoup plus de matière que si on blablate pendant des heures et des heures et des heures. Pour moi, c'est l'intérêt du template. Ça permet sur des gros projets, quand on est à de nombreuses équipes à collaborer, de standardiser un peu la manière de rédiger, la manière de présenter les choses, de standardiser aussi les livrables, parce que c'est quand même toujours difficile de consulter nos documents s'ils ne sont pas vulgarisés, s'ils ne sont pas épurés, si ça ne devient pas finalement un pitch qui est le jus dont je parlais tout à l'heure. On ne veut pas savoir comment tu coupes ton orange et comment marche ton extracteur de jus. Ce qu'on veut, c'est un bon jus d'orange pour bien commencer la journée et avoir la patate. Je me souviens, il y a très longtemps, quand les premiers bouquins sur le design d'expérience sont sortis, en fait, ça me rendait fou parce que je me disais, ok, c'est super, là on a une collection de best practices méthodologiques qu'on pouvait déjà trouver par ailleurs avant, si on s'intéressait au design avant le design numérique, quand même beaucoup de choses qui existaient. Si on s'intéressait aux sciences cognitives avant qu'on parle du X, je pense qu'il y a quand même énormément de choses qui existaient, qu'on a adaptées, qu'on a fait évoluer, et c'est tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas si nouveau que ça, quoi. Et donc moi ça m'énervait parce que je me disais, ok, j'avais des stagiaires ou des jeunes designers qui me disaient, mais attends, mais là le truc il est un peu compliqué, le projet, mais je commence par quoi? Je commence par l'interface ou je commence par l'arbo? Je commence par définir les personas ou je commence par identifier les parcours? Je commence par un état des lieux de l'arborescence actuelle ou je fais quoi? Et en fait j'avais vachement mal à répondre à cette question-là parce que ça dépend tellement de la problématique. En fonction des sujets et puis en fonction de ta maturité vis-à-vis du sujet, ta connaissance du sujet, de ton inspiration aussi, du délai qui t'est imparti, tu peux aborder les choses dans un sens ou dans l'autre et puis y revenir après. C'est quand même très, très, très personnel finalement. Alors oui, évidemment, l'approche académique dirait que je dois d'abord partir des contenus et puis effectivement structurer mes contenus et puis ensuite transposer ça en interface pour répondre à des intentions que j'ai identifiées très en amont via des personas qui donnent lieu à des parcours. C'est vrai. Mais dans les faits, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, ce qui m'énervait sur ces premiers bouquins et ce qui m'énerve toujours aujourd'hui dans toutes les bibliothèques de templates, etc., c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains projets où on passe tellement de temps à trouver le template qui va nous changer la vie qu'on s'enferme
dans des outils, parce que c'est que des outils, alors que quand on a un peu de bouteille, on sait qu'il n'y a pas de template parfait pour faire des personas. Et donc moi, pour répondre très concrètement, parce que là je prends du temps pour répondre à ta question, je suis désolé, pour moi les templates c'est un garde-fou, moi j'ai plutôt tendance à, donc évidemment j'ai toujours constitué mes propres templates, je les partage, d'ailleurs il y en a sur Miro, je les vois plutôt comme des espèces d'outils qu'on va customiser, qu'on va adapter au sujet. Donc que ce soit pour les personas, que ce soit pour les expériences maps, que ce soit pour les différents livrables ou canvas dont on peut parler, pour moi c'est des outils et il faut les adapter au sujet. Et puis quand on les connaît bien, bah oui, effectivement on peut partir directement avec un papier, un crayon et un post-it, on n'a pas besoin du template. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design? Je dirais à quelqu'un qui souhaite débuter en design, c'est qu'il faut pratiquer. Et il ne faut pas se perdre effectivement dans l'immensité de la littérature qui existe avec voilà, tous ces templates, toutes ces méthodologies, etc. Bien sûr, c'est très bien, il faut s'y intéresser, etc. Mais il ne faut pas tomber dans l'infobésité qui, je pense, peut avoir tendance à générer du stress. Je vois tellement de jeunes designers qui ah mais je connais pas cette méthode, je sais pas utiliser Miro, t'as pas un template pour faire un atelier comme ci, comme ça. Attends, je pense en plus, bon alors ça je sais que ça va en énerver beaucoup, mais je pense que dans l'UX, pour moi il y a quand même deux volets, c'est-à-dire que soit on est dans l'analyse et on a plutôt un profil analytique, plutôt hyper structuré, etc. Et donc pas forcément moins créatif, mais en tout cas moins intuitif. Soit on a une dominante plutôt, bon, on va faire chez l'endroit, hein, faire simple, une dominance un peu plus intuitive, plus empathique, plus spontanée. Moi, je sais que j'oscille entre les deux. Je suis plutôt intuitif. Par contre, j'ai besoin de post-rationaliser ce que je fais. Et donc, je pense que les outils, de mon point de vue, ça doit servir à ça. C'est pas la connaissance parfaite des méthodologies et des templates qui vont te donner le jus, justement, qui vont te donner la flamme, qui vont te donner l'empathie, qui vont te donner la bonne compréhension du sujet, du client. Moi, de mon point de vue, c'est la pratique, c'est le fait de relever les manches, de faire face au sujet, de faire du discovery, d'aller regarder les produits du marché et de les manipuler. Et après, ça vient tout seul, en fait, une fois qu'on a compris les fondamentaux. Et ça, c'est le message aussi que je voudrais donner aux jeunes designers, c'est que la frontière entre toutes nos méthodologies, que ce soit, on parle d'UX, on parle de design thinking, on parle de design sprint, on parle de conception centrée utilisateur, on parle d'IHM, etc., etc. Une fois qu'on a compris que c'est en fait toujours la même chose, c'est-à-dire que on s'intéresse aux utilisateurs et plus on va aller en profondeur dans la compréhension qu'on a des utilisateurs et plus ça va nous nourrir et ça va nous permettre de leur amener des solutions, bah en fait ça suffit, on a tout compris. Après, c'est comment je le fais, à quel moment, quels moyens j'ai pour le faire, quel niveau de formalisme je dois apporter pour transmettre ma compréhension des sujets. Par exemple, donc pour Saint-Gobain, quand on a fait la fameuse timeline dont je parlais tout à l'heure d'un projet immobilier, bon bah évidemment là on est sur un formalisme fou. Ce truc-là on l'avait imprimé en 2 mètres sur 1 mètre, non 2 mètres, je crois que c'était plutôt 3 mètres sur 1 mètre 50 de hauteur. On avait finalement opté pour faire ça dans un tableur Google Sheet, tellement il y avait d'aller-retour de manipulation où c'était beaucoup plus simple de déplacer des cases. Et de pouvoir l'imprimer, et puis surtout que ce soit facile à reprendre par les équipes. Et puis on est arrivé à un livrable qui est très 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 loin des basiques en termes d'expérience map telles qu'on les voit avec il pense, il dit, il fait, etc. C'était pas du tout suffisamment précis ou activable derrière pour notre livrable. Donc c'est ça je pense le conseil que je donnerais, c'est ne pas se perdre
dans tout ce qui existe aujourd'hui. Je pense que ça génère du stress, ça génère de la compétition négative. Je pense que ce qu'il faut, c'est cultiver sa flamme, lire des ouvrages qui sont plus inspirants que hyper méthodologiques. Moi, j'offre systématiquement, quand j'ai une nouvelle personne qui vient travailler chez nous, un stagiaire ou autre, un des premiers bouquins de John Maeda, qui est super parce que c'est un petit livre de poche et c'est des vraies réflexions de designer. C'est hyper inspirant et il arrive à raconter sans théorie, en fait, nos problématiques. Top, écoute, merci beaucoup Christophe pour cet échange. Écoute, merci à toi pour ton accueil. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général. hémisphère-droit.substack.com. Le lien est en description de l'épisode. Merci et à très bientôt.